Un destin hors du commun, une douleur silencieuse. Derrière l'image publique d'une première dame rigide et irréprochable se cache une femme brisée par le chagrin. Bernadette Chirac, à travers cet article bouleversant, plongée dans l'intimité d'une vie faite de combats silencieux, d'amour inconditionnel et de sacrifices invisibles. De son enfance aristocratique à la perte de sa fille Laurence, découvrez un récit profondément humain qui n'a jamais été raconté avec autant de vérité. Pour ne rien manquer de cette histoire poignante, regardez la vidéo complète, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour suivre nos prochaines enquêtes et portraits inédits. Cliquez sur « Lire la suite » pour entrer dans l'univers méconnu de Bernadette Chirac. Vous ne verrez plus jamais la femme derrière le nom de la même façon. Une jeunesse ancrée dans la tradition Bernadette Chirac, née Bernadette Thérèse Marie Chaudron de Courcelles le 18 mai 1933 à Paris, appartient à une lignée aristocratique aux racines anciennes et prestigieuses. Sa famille, issue de la noblesse française, cultive une tradition de devoir, d'exigence et de discrétion. Son père, Jean Chaudron de Courcelles, est un haut fonctionnaire et cadre supérieur diplômé de la prestigieuse université de Cambridge, tandis que sa mère, Marguerite de Brondeau-Durtière, est une femme de caractère issue d'une autre grande lignée. Élevée dans un environnement où les valeurs familiales et la rigueur étaient omniprésentes, Bernadette grandit entre les salons feutrés et les internats stricts, façonnant dès l'enfance une personnalité à la fois forte et réservée. Durant la Seconde Guerre mondiale, Bernadette n'échappe pas aux bouleversements de son époque. Encore enfant, elle est contrainte de fuir Paris avec sa mère pour se réfugier dans le Lot-et-Garonne, puis dans le Loiret, loin des bombardements et de l'occupation. Ces années de guerre marquent profondément son imaginaire et la confrontent à la précarité et à l'inquiétude, malgré son statut social privilégié. Cette expérience forge chez elle une forme de résilience, mais aussi une tendance à contenir ses émotions pour survivre dans un monde incertain. Élève brillante et disciplinée, Bernadette poursuit sa scolarité dans des établissements prestigieux. Elle développe un goût prononcé pour les lettres, l'histoire et la culture classique. Très jeune, elle comprend que son destin ne sera pas celui d'une femme soumise, mais celui d'une personne qui, tout en respectant les conventions, cherchera à avoir une influence sur le monde qui l'entoure. Elle s'inscrit à l'Institut d'études politiques de Paris, mieux connu sous le nom de Sciences Po. Un établissement qui, à l'époque, reste encore très masculin, mais qui commence à s'ouvrir aux femmes ambitieuses. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Jacques Chirac, un jeune homme audacieux, d'origine plus modeste, mais déjà animé par une volonté farouche de réussir. Leur histoire d'amour débute dans les amphithéâtres de Sciences Po et se prolonge rapidement en dehors des murs universitaires. En 1956, Bernadette épouse Jacques, entamant une vie à deux qui ne sera pas seulement marquée par la complicité, mais aussi par les ambitions politiques et les défis familiaux. En devenant Madame Chirac, Bernadette ne se contente pas d'endosser le rôle traditionnel d'épouse. Elle perçoit très tôt les enjeux de l'engagement public et commence à s'impliquer activement dans les réseaux sociaux et politiques de son mari. Mais derrière cette implication apparente, elle reste profondément marquée par son éducation stricte et ses attentes familiales qui la poussent à maintenir en toutes circonstances une image irréprochable. Dans les réceptions officielles, comme dans l'intimité, elle incarne le modèle de la femme française cultivée, discrète et élégante, tout en portant, dans le silence, les premières blessures de ce qui deviendra une vie hors du commun. Derrière cette façade de femme forte et accomplie se cache déjà une vulnérabilité, un besoin d'amour et de reconnaissance qui la poursuivront toute sa vie. Cette première période de son existence, entre tradition et modernité, aristocratie et ouverture, est le socle sur lequel Bernadette construira son parcours exceptionnel, mais aussi ses douleurs les plus profondes. La douleur d'une mère impuissante, derrière le vernis de la femme publique et de l'épouse de président se cache, chez Bernadette Chirac, une mère profondément blessée. Si elle a appris très tôt à dissimuler ses émotions, le combat de sa fille aînée, Laurence, contre l'anorexie mentale, est venu fissurer cette armure patiemment construite. Atteinte dès l'adolescence, Laurence montre rapidement des signes inquiétants. Troubles de l'alimentation, isolement, perte de confiance en soi. Mais dans les années 1970, la maladie est encore peu comprise. Les diagnostics sont flous, les traitements balbutiants et l'entourage souvent démuni. Pour Bernadette, ce fut un choc. Elle, qui avait toujours cru que l'amour et la discipline suffiraient à guider ses enfants, se retrouve face à un mal insidieux, silencieux, qui s'empare lentement de l'esprit et du corps de sa fille. Dès lors, sa vie est partagée entre les obligations publiques et les angoisses privées. Chaque campagne politique, chaque discours ou dîner officiel se fait avec, en arrière-plan, la peur d'une rechute ou d'un appel de l'hôpital. Le drame culmine en 1990, lorsque Laurence, en pleine détresse, saute du 4e étage de l'appartement familial. L'événement, gravissime, laisse la jeune femme lourdement blessée. Bernadette, alors en voyage en Thaïlande avec Jacques et Claude, est informée trop tard. Le choc est immense, la culpabilité aussi. Elle dira plus tard qu'elle n'a jamais pu se pardonner cette absence, ce moment crucial où elle n'était pas là pour retenir sa fille du bord du gouffre.
À partir de ce moment, Bernadette redouble d'efforts pour accompagner Laurence dans son parcours de soins. Mais la douleur reste vive. La voir refuser de manger, s'éteindre à petit feu, constitue une blessure permanente. Bernadette fréquente les hôpitaux psychiatriques, visite régulièrement sa fille au château de Bitty, leur résidence familiale transformée en refuge médical. Elle espère, prie, mais reste impuissante. Elle confiera un jour à une proche « On croit que l'amour suffit ». Mais parfois, il ne guérit rien. Ce combat maternel, long de plusieurs décennies, influencera profondément ses engagements publics. En 2004, elle s'investit dans la création de la Maison de Solène, un lieu dédié à l'accueil des adolescents souffrant de troubles mentaux. Derrière cette initiative philanthropique, c'est le cœur d'une mère qui bat, un cœur brisé mais déterminé à empêcher d'autres familles de traverser la même épreuve dans la solitude. La mort de Laurence en 2016, à l'âge de 58 ans, à la suite d'un arrêt cardiaque, représente le point de non-retour. Avec elle disparaît l'espoir d'une guérison, le rêve qu'un jour tout cela prendrait fin. Bernadette, malgré ses forces apparentes, avoue à une amie avoir ressenti une immense vacuité, une déchirure irréversible. Pour elle, ce n'est pas seulement une fille qu'elle a perdue, mais une partie de sa propre âme. Une première dame engagée. Devenue première dame de France, lorsque Jacques Chirac accède à l'Élysée en 1995, Bernadette ne se contente pas d'un rôle décoratif. Forte de son expérience politique en Corrèze, elle entend peser dans le débat public tout en poursuivant ses engagements humanitaires avec une rigueur sans faille. Dès le début de son mandat, elle s'investit dans la campagne des pièces jaunes qu'elle préside depuis 1994 afin d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants. Grâce à sa ténacité, cette initiative devient un rendez-vous annuel incontournable dans la vie des Français, mobilisant aussi bien les écoles, les entreprises que les personnalités publiques. Sous son impulsion, des millions d'euros sont récoltés pour financer des chambres parents-enfants, moderniser des services pédiatriques et offrir un peu de confort aux plus vulnérables. Mais au-delà de l'argent, c'est une parole qu'elle porte, celle des familles oubliées, celle de l'attention due aux enfants malades. Lors de ses visites dans les hôpitaux, elle prend le temps d'écouter, de rassurer, de faire exister ce que l'on ne voit pas. Ce lien humain, discret mais sincère, fait d'elle une figure maternelle respectée, loin des paillettes et des poses mondaines. Mais Bernadette ne se limite pas à la sphère hospitalière. En 2007, elle reprend la présidence de la Fondation Claude Pompidou, œuvrant cette fois pour les personnes âgées, malades ou handicapées. Elle y apporte une même énergie, une même constance. Même si l'âge commence à peser, elle continue d'honorer ses engagements avec sérieux, incarnant une certaine idée du service public. Cette fidélité à la cause des plus faibles, souvent dans l'ombre, contraste avec l'agitation médiatique des premiers cercles du pouvoir. Parallèlement, elle poursuit son propre parcours politique. Conseillère municipale, puis générale de Corrèze, elle est l'une des rares épouses de présidents à avoir exercé un véritable mandat électif. Son attachement à cette terre corrézienne, rude et authentique, est sincère. Elle y est perçue non pas comme la femme d'eux, mais comme une élue à part entière, proche des habitants et investie dans la vie locale. Même après son départ de l'Élysée, elle garde un lien fort avec cette région qui fut, pour elle, un refuge loin des projecteurs. Sa présence au conseil d'administration du groupe LVMH, à partir de 2010, étonne certains. Mais cette nomination reflète aussi la reconnaissance d'une femme influente, respectée, capable de naviguer entre les mondes politique, économique et caritatif. Bernadette Chirac incarne à sa manière la continuité républicaine, celle d'une figure de l'ombre, indissociable de l'histoire contemporaine française. Derrière son apparente rigidité, Bernadette est une stratège, une femme d'action. Si elle n'a jamais revendiqué un pouvoir officiel, elle a su s'imposer dans un monde d'hommes, toujours en retrait, mais jamais absente. Sa parole, rare, est d'autant plus écoutée. Son engagement, bien que discret, a marqué durablement la mémoire collective. Dans un univers politique souvent cynique, elle demeure, pour beaucoup, une conscience morale, silencieuse mais tenace. Et le prix du silence conjugal. Mais derrière cette image de première dame investie et digne, une autre réalité plus intime se joue dans l'ombre. La vie conjugale de Bernadette Chirac a été marquée par les absences, les déceptions et une douleur silencieuse qu'elle a trop longtemps refoulée. Jacques Chirac, homme politique charismatique, adulé par le public, était aussi un mari distant, souvent accaparé par ses fonctions, mais aussi par des aventures extra-conjugales. Entre 1974 et 1976, sa liaison avec la journaliste Jacqueline Chabridon atteint une intensité telle qu'un divorce est sérieusement envisagé. Bernadette, bien qu'humiliée, choisit de garder le silence. Pour elle, il s'agit de préserver la cohésion de la famille, l'avenir politique de Jacques et l'image publique d'un couple présidentiel uni. Ce sacrifice, elle ne le fait pas de gaieté de cœur. Dans l'intimité, elle souffre. Elle encaisse sans faillir, en femme d'une génération éduquée, à taire ses émotions. Mais l'ampleur de la trahison, répétée au fil des années, laisse des cicatrices profondes.
Elle confiera bien plus tard à une amie « J'étais présente dans l'image, absente dans le cœur. Le livre, Les Chirac, les secrets d'un clan, révélera au grand jour ses relations multiples, ajoutant au sentiment d'abandon qui l'habite. Bernadette se sent parfois étrangère dans son propre mariage. Tandis que Jacques arpente les couloirs du pouvoir, elle se retrouve seule à gérer le quotidien, l'éducation des enfants et surtout le combat de Laurence contre la maladie. Elle est à la fois épouse, mère, infirmière, soutien logistique et visage souriant lors des apparitions officielles. Un rôle écrasant qu'elle assume sans plainte mais non sans douleur. Les années passent, les infidélités continuent et Bernadette apprend à vivre avec ce que d'autres qualifieraient d'humiliation. Elle fait front. En public, elle incarne la stabilité. En privé, elle pleure. Une scène reste gravée dans la mémoire de ses proches. Un soir d'hiver, après une émission politique télévisée où Jacques avait brillé, Bernadette, en rentrant seule dans leur appartement parisien, s'effondre en larmes dans sa chambre, incapable de partager la gloire d'un homme qui, à ses yeux, ne lui appartenait plus. Malgré tout, elle ne demande jamais le divorce. Son attachement à Jacques est profond, complexe. Il est le père de ses enfants, l'homme qu'elle a aimé à 20 ans et dont elle admire l'intelligence politique. Elle reste, pour Claude, pour Laurence, pour elle-même aussi, car quitter Jacques serait renoncer à une part d'elle-même. Alors elle se forge une carapace. Et c'est dans la politique, la philanthropie et l'action qu'elle puise sa force. Ce silence conjugal a un prix. Il la coupe de certaines amies, la fait passer pour froide ou distante. Mais en réalité, c'est une forme de survie. Et lorsqu'en 2005, Jacques traite victime d'un AVC, c'est Bernadette qui veille à son chevet, qui prend les décisions médicales, qui l'accompagne dans chaque étape de sa rééducation. Elle ne lui reproche rien, elle agit. Parce que malgré tout, elle a choisi d'aimer sans condition avec ce mélange de résignation et de noblesse qui la caractérise tant. À travers les épreuves du mariage, Bernadette a appris à se réinventer. Elle a trouvé dans la douleur une forme de liberté intérieure. Cette femme, qu'on croyait figée dans son rôle d'épouse modèle, était en réalité en perpétuel mouvement. Et derrière son regard sévère se cachait une infinie mélancolie, une solitude silencieuse, mais terriblement éloquente. Une image publique souvent mal comprise. Dans l'imaginaire collectif, Bernadette Chirac demeure une figure ambivalente. D'un côté, elle incarne la rigueur, la droiture et une certaine idée de l'élégance républicaine. De l'autre, elle suscite parfois l'incompréhension, voire l'ironie. Car derrière son maintien impeccable, sa diction tranchée et son regard souvent distant, beaucoup ont vu une femme froide, inaccessible, presque hautaine. Une erreur de perception que Bernadette a souvent déplorée, sans toutefois chercher à s'en défendre ouvertement. Dans ses premières années à l'Élysée, les médias la comparent parfois à une gouvernante sévère, une image qui la blesse profondément. Elle aurait souhaité qu'on reconnaisse davantage son travail, son implication, son humanité. Mais la presse se focalise sur les apparences, ses tailleurs stricts, ses coiffures élaborées, son attitude distante lors des cérémonies, rarement sur ce qu'elle porte réellement, la fatigue, l'inquiétude, la douleur d'une mère, d'une épouse, d'une femme qui lutte pour rester debout. En 2011, dans une tentative audacieuse de rompre avec cette image figée, elle apparaît dans une boîte de nuit de Saint-Tropez, acceptant l'invitation d'un jeune styliste qui lance une ligne de t-shirt à son effigie. Le buzz est immédiat. Les jeunes s'en amusent, les médias s'en emparent, et Bernadette, malgré elle, devient une icône pop, presque malgré elle. Cette soudaine popularité décalée la déstabilise. Elle avouera en privé s'être sentie déplacée, comme si elle jouait un rôle qui ne lui appartenait pas. Mais elle l'accepte avec une forme de grâce, consciente que cela permet peut-être de rapprocher son image d'une nouvelle génération. Toutefois, c'est dans ses engagements associatifs que son authenticité s'exprime pleinement. Lors d'un discours prononcé à l'hôpital Necker pour l'opération Pièce jaune, elle évoque les enfants atteints de troubles mentaux. Sa voix tremble. Elle interrompt son discours, les larmes montent. Pour la première fois publiquement, Bernadette laisse tomber le masque. Ceux qui étaient présents ce jour-là disent avoir vu une femme nue d'émotion, brisée mais digne. Cette sincérité bouleverse et donne une nouvelle dimension à son combat. Il ne s'agit plus seulement d'une mission publique, mais d'une douleur intime transformée en force. Mais ce moment de vérité ne suffit pas à effacer les critiques. On continue de la moquer pour sa raideur, son ton autoritaire. Elle-même parfois doute lors d'une réunion avec des donateurs en 2012, alors qu'elle présente un nouveau projet d'accueil pour adolescents en souffrance, elle interrompt sa présentation. Elle regarde la salle et dit simplement « Vous savez, parfois, on fait tout ce qu'on peut et ce n'est jamais assez ». Une phrase lourde de sens qui résonne comme un aveu. Au fond, Bernadette n'a jamais cherché à plaire. Elle a cherché à être utile. C'est peut-être cela, le cœur de sa personnalité publique. Une femme pour qui l'efficacité passe avant l'apparence, pour qui l'action compte plus que la reconnaissance. Une femme en lutte constante contre l'injustice, mais aussi contre les préjugés, y compris ceux qu'on a portés sur elle-même. Et si elle laisse rester droite dans la tempête, c'est parce qu'elle a toujours préféré la constance au charme, la fidélité à la séduction, une rareté dans un monde politique souvent fondé sur l'illusion, une résilience à toute épreuve.
Avec les années, Bernadette Chirac est devenue le symbole d'une résilience silencieuse, une force tranquille, forgée dans l'ombre des projecteurs, au contact quotidien de la douleur, du renoncement et de la solitude. À mesure que le temps avançait, elle cumulait les blessures sans jamais fléchir publiquement. Derrière les sourires protocolaires, elle menait une guerre intime contre la désespérance. Et cette lutte, elle la poursuivra jusqu'au bout, sans jamais se plaindre, avec une rigueur presque militaire. Quand Jacques Chirac est victime d'un AVC en 2005, Bernadette prend les rênes de sa convalescence avec un dévouement exemplaire. Elle devient non seulement son épouse, mais aussi son infirmière, sa confidente, son relais. Jacques, autrefois flamboyant, affaibli, dépendant, voit sa vie changer radicalement. Bernadette, elle, ne se détourne pas. Elle l'accompagne à chaque consultation, dans chaque déplacement, jusqu'à sa disparition en 2019. Ce fut sans doute l'un de ses derniers grands actes d'amour. Elle s'était tant battue pour maintenir l'image du couple présidentiel qu'elle finit par incarner, seule, la mémoire d'un duo devenu légende. Mais cette fin de parcours ne se résume pas à un rôle d'accompagnante. Même affaiblie, Bernadette poursuit ses activités caritatives avec opiniâtreté. Elle continue à présider des réunions, à se rendre dans des établissements de santé, à répondre aux courriers des familles. Bien que la fatigue se fasse sentir, elle tient à honorer ses engagements. Comme si son sens du devoir lui interdisait de baisser les bras. Comme si, en agissant encore, elle refusait que le silence prenne définitivement le dessus. Dans l'intimité, cependant, le vide se fait de plus en plus pesant. La perte de sa fille Laurence en 2016, suivie de celle de Jacques 3 ans plus tard, laisse Bernadette face à une solitude immense. Désormais âgée, elle vit dans son appartement du quai Voltaire, entourée de sa fille Claude et d'un personnel médical. Les apparitions publiques d'eau se font rares. Les années de combat, de douleurs contenues, d'efforts inlassables ont laissé des traces. Mais ceux qui la côtoient encore parlent d'une femme digne, dont le regard parfois se perd dans les souvenirs. Cette solitude de la vieillesse, elle l'affronte avec la même rigueur qu'elle a affronté les crises de sa vie. Pas de larmes exposées, pas de plaintes, seulement un silence lourd de sens, une forme de paix mêlée de mélancolie. Bernadette a appris à survivre dans l'ombre, à transformer ses blessures en mission. Elle n'a jamais revendiqué le statut de victime, préférant se tenir droite, fidèle à elle-même. Elle a compris que le monde ne retient que les figures qui restent debout. Dans un monde où l'oubli guette chaque figure publique passée, elle incarne une forme de mémoire. Celle d'un engagement désintéressé, celle d'une femme qui n'a jamais fui, ni face à la maladie, ni face à l'humiliation, ni face à la mort. Une rareté. Et peut-être la plus grande leçon qu'elle lègue, il existe un courage invisible, celui qui ne fait pas les gros titres, mais qui porte les générations. Le courage d'aimer sans retour, de se battre sans gloire, et de continuer d'espérer sans illusion. La douleur d'une vie et l'amour d'une mère. Ce qui subsiste, au terme de cette vie dense, marquée par les honneurs et les épreuves, c'est avant tout le cœur d'une mère. Bernadette Chirac n'a jamais cessé d'être habitée par une seule et même douleur, celle de ne pas avoir pu sauver sa fille Laurence. Derrière son engagement politique, son énergie philanthropique et son inflexibilité apparente, tout ramène à ce chagrin fondamental. Elle l'a exprimé, à mots couverts, dans son ouvrage Conversation publié en 2001, où elle écrivait que la douleur d'une mère face à la souffrance de son enfant est une chose que rien ne peut consoler. Ce sentiment ne l'a jamais quittée. Laurence, brillante étudiante en médecine, promise à un avenir prestigieux, avait vu sa trajectoire brisée par une maladie encore trop méconnue à l'époque, l'anorexie mentale. À travers les décennies, Bernadette a assisté, impuissante, à la dégradation progressive de sa fille. Elle s'est battue pour elle, l'a soutenue dans chaque tentative de traitement, l'a accompagnée dans les séjours hospitaliers, lui a tendu la main à chaque rechute. Mais malgré tous ses efforts, l'issue a été tragique. Laurence est décédée en 2016, à l'âge de 58 ans, d'une crise cardiaque liée à ses nombreuses fragilités. Une perte incommensurable. Le sentiment d'échec pour Bernadette est immense. Elle l'a confié à plusieurs reprises à des proches. Elle s'en voulait de n'avoir pas été plus présente, de s'être laissée absorber par la carrière de Jacques, les obligations politiques, les événements publics. Elle se demandait sans cesse si cette absence n'avait pas contribué à l'isolement de Laurence, à son mal-être silencieux. Elle se rappelait douloureusement une phrase que sa fille lui avait dite, un jour de lucidité, « Pourquoi tu n'étais pas là ?» Une question restée sans réponse, suspendue comme une cicatrice ouverte dans le cœur d'une mère. Et pourtant, Bernadette n'a jamais cessé d'aimer. Elle a transformé ce chagrin en action. La création de la maison de Solène, la mobilisation autour des enfants hospitalisés, son attention aux malades mentaux, tout cela prenait racine dans cette blessure intime. Elle avait compris que si elle ne pouvait plus sauver sa propre fille, elle pouvait encore soulager d'autres familles, éviter à d'autres mères le vertige du désespoir. Cette capacité à transfigurer la douleur en engagement est sans doute ce qui définit le mieux Bernadette Chirac. Elle n'a pas cherché la gloire, elle n'a jamais poursuivi le pouvoir. Ce qu'elle voulait, c'était réparer, compenser, faire œuvre utile. Jusqu'au bout, elle s'est montrée fidèle à cette promesse silencieuse qu'elle s'était faite un jour. Donner un sens à la souffrance pour ne pas sombrer. Aujourd'hui,
À 91 ans, affaiblie mais lucide, Bernadette vit entourée de quelques proches. Elle parle peu, mais ses silences ne sont éloquents. Elle garde dans son regard cette lueur discrète, mélange de fierté et de tristesse. Et si elle devait résumer sa vie, peut-être dirait-elle simplement « J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai aimé du mieux que j'ai su ». Ainsi, s'achève le parcours d'une femme complexe, courageuse, profondément humaine. Une femme dont la véritable grandeur ne réside pas dans les fonctions qu'elle a occupées, mais dans les combats qu'elle a menés en silence, dans l'amour qu'elle a porté sans condition et dans les traces invisibles qu'elle a laissées dans le cœur des Français. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres portraits puissants et inspirants comme celui de Bernadette Chirac. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre émotion, vos souvenirs ou votre ressenti. Chaque message compte. Et surtout, restez avec nous pour nos prochaines vidéos dédiées à ces figures discrètes qui ont marqué l'histoire par leur humanité silencieuse.